C'était une promesse ferme du président de la République pendant la campagne électorale, l'instauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. 2 ans après, l'Est du pays est toujours en proie à l'insécurité. Les jours passent et se ressemblent. Les Congolais de cette partie de la République démocratique du Congo meurent chaque jour et cette insécurité a même emporté l'ambassadeur italien accrédité en République démocratique du Congo, Luca Attanasio. Vous l'avez compris, c'est autour de ces sujets que nous allons nous entretenir ce soir avec mon invité qui est donc Maître Richard Pinda. Il est cadre de l'UDPS. Bonsoir Maître. Bonsoir madame, merci pour cette invitation que vous me donnez de pouvoir éventuellement échanger sur l'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Un penseur célèbre disait qu'une promesse non réalisée est un mensonge. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas du président de la République? Vous dites madame, une promesse non réalisée, c'est un mensonge. Mais il s'avère que le président de la République n'a pas... C'est pas moi qui le dis. Non, le penseur dit. Voilà. Vous parlez pour autrui. Ok. À vrai dire, quand vous le dites comme ça, je me pose la question de savoir, est-ce que le président de la République a déjà fini son mandat? Pas encore. Il est encore en cours de mandat. Ce qui voudrait dire qu'à tout moment, il ne vous a pas dit qu'en cours de ce mandat-là, pendant telle période, ou après 1 année ou 2 ans, j'aurais déjà réalisé cette promesse-là. Il a dit que je voudrais ramener la paix. Moi, je vais encore mieux dire qu'il a même dit que je donnerai ma vie s'il le faut pour le Congo, pour que la paix à l'Est de la République revienne. Je me sentirai président quand il y aura la paix dans l'Est. Exactement, exactement. En fait, c'est dans ses responsabilités. C'est parce qu'il a fait des promesses qu'il y va. Madame, vous savez, le programme de campagne, c'est l'ensemble des promesses que l'on fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben, on peut arriver à atteindre tel budget, on va arriver à nourrir suffisamment, ainsi de suite. Ce sont des prévisions, des projections que l'on fait par rapport à des situations données. Alors, le président de la République a fait cette promesse-là, mais il faut y aller. Quelle est la situation de l'Est? Comment faudra-t-il agir pour arriver à ramener la paix? Je vous prends de manière pratique. Aujourd'hui, par exemple, moi j'entends crier de part et d'autre. J'ai même suivi un diplomate français qui il a raconté des histoires. Il dit, le président Tshisekedi, il est incapable de résoudre cette situation-là. S'il était élu, ceci ne serait pas arrivé. S'il avait reconnu, on avait reconnu la victoire de Martin Fayoulou, il pose les mauvais problèmes, les mauvaises questions plutôt allais-je dire, et il trouvera sûrement les mauvaises réponses. Je m'explique. Vous savez, la situation de l'Est trouve ses origines dans les génocides rwandais. Ce qui voudrait dire que la France a joué un rôle macabre. C'est-à-dire c'est par la France que tout cela est arrivé. Vous vous souviendrez que le casque blé de l'époque, c'était de Français. Ce sont eux qui ont protégé même les génocides à un moment donné, et ils les ont même fait sortir du Rwanda. Et ce sont eux qui ont continué à protéger. Plus d'une fois d'ailleurs, Kagame a eu de relations tendues avec la France à un moment donné par rapport à ça. Vous avez même un ambassadeur français qui a été tout ça. Et aussi la communauté internationale qui a fait pression sur Mobutu pour que les ADF entrent chez nous. Et en venant, ils sont venus avec armes et munitions. L'instabilité à l'Est de la République, c'est en fait, c'est dû et voulu, orchestré par la communauté internationale. Et la communauté internationale ne peut se permettre aujourd'hui de revenir vers nous pour prétendre que soit nous ne serions pas à la mesure de résoudre ce problème-là. Mieux encore, madame, aujourd'hui par exemple, on vous dit, ben écoutez, on vous cite Microsoft pour dire par exemple la famille du milliardaire Bill Gates qui serait à la base, il financerait ainsi de suite tout ça. Ok? La famille Bill Gates, c'est pas une famille swahiliphone de chez nous ici, ou Luba, ou Congo, ainsi de suite, tout ça. C'est toujours la communauté internationale qui est derrière tout ça. Posez-vous la question de savoir comment on se procure les armes par rapport à ça. Et aussi, ça c'est la situation, l'aspect international, mais l'aspect interne, il faut prendre aussi en compte. Vous avez des groupes armés qui sont créés à l'Est là-bas. Certains sont créés pour une autodéfense, c'est-à-dire que compte tenu de l'ingouvernabilité de ces coins-là, et compte tenu
de l'absence de l'autorité de l'État, ces groupes-là se créent une autodéfense, une forme d'autodéfense. Ça, c'est d'abord un fait. Et deuxièmement, vous avez des groupes armés qui sont créés par les multinationales pour éventuellement continuer à puiser de minerais. La question la plus, c'est la question que je me pose sans arrêt, celle de savoir. J'ai lu ce tweet, hein, quand on dit Rome demande des explications, il demande des comptes à l'ONU et au PAM, je me pose la question de savoir si réellement ce qui avait été fait là, c'était une mission humanitaire, comme on l'a dit, officielle, c'est-à-dire Rome devait être informé. Si Rome ne l'a pas été, allez-y comprendre, est-ce qu'il était là pour une activité privée, en rapport avec les minéraux, ou qu'il était là? À un moment donné, vous voyez même des photos qui circulent pour dire qu'il était en train d'être orienté par un enfant pour éventuellement voir... Maître, vous n'allez pas quand même verser dans les débats qui se déroulent sur les réseaux sociaux, où on dit que l'ambassadeur serait allé dans l'Est pour ses propres affaires privées. Madame, cette émission passera dans les réseaux sociaux. Est-ce pourtant que ce serait faux? Mais nous savons comment ça se fait, madame. C'est dans les réseaux sociaux que nous avons vu. Et cela n'a pas été contredit. Un véhicule de l'ONU, de la MONUSCO, ici chez nous dans la République ici, avec des minéraux. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux n'est pas nécessairement faux. Si c'est faux, les responsables doivent en démentir. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui démontrent la responsabilité de certaines personnes. Je vous prends dans les réseaux sociaux, j'ai encore appris. Oui. Et je demanderai à qui peut me contredire là-dessus. À l'époque, avant que la guerre de l'Est ne commence, ou quand la guerre de l'Est commençait, nous avions 5 groupes armés. Et aujourd'hui, on en a des milliers de groupes armés. Ok? Mais la MONUSCO est là. Avant que la MONUSCO n'arrive, d'ailleurs, j'allais dire. Mais quel est l'apport de la communauté internationale par rapport à ça? Si aujourd'hui, il faut que l'Italie crie, c'est parce qu'on a tué l'ambassadeur italien, la question que je me pose est de savoir, le 8 à 10 millions de personnes qui sont mortes au Congo, à l'Est de la République, ont moins d'importance par rapport à cela. Ce que je fais, je déclare tout à l'heure ici, ce sont mes propos à moi, ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon parti, ainsi de suite, tout ça. Je parle pour moi, en fait. Je n'ai pas reçu le mandat de vouloir de parler ainsi, je parle pour moi librement en tant que citoyen congolais qui s'exprime dans ce sens-là. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité de la communauté internationale qui doit s'investir davantage. D'ailleurs, le chef de l'État n'a cessé de le crier pour dire qu'il faut qu'il y ait un tribunal international pour les crimes au Congo. Mais pourquoi cette communauté internationale qui veut tant à ce qu'il y ait la paix à l'Est de la République ne le suivent pas sur cette voie-là? Maître Pindar, on aura le temps d'en parler justement, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la promesse du chef de l'État. Pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent de quoi est-ce qu'on parle, on va balancer une petite vidéo et on va revenir pour commenter. Venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. Alors, Maître Pindar, vous avez dit tout à l'heure que le mandat du chef de l'État court encore, il lui reste 2 ans. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'État n'est pas votre allié. Vous pensez qu'en 2023, le président de la République aura vraiment un discours à tenir devant cette population de l'Est? Ceci ne dépend que de moi. Moi, je suis d'abord, quand vous dites maître, c'est pas parce que je suis un maître cuisinier, pas du tout. Ou que je ne suis pas un maître boxeur ou karaté, pas du tout. Je suis un avocat. Alors, je me réfère à un fait. Quand vous dites que l'État n'est pas un allié, moi, je pense que l'État est vraiment un allié du chef de l'État et je pense que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Vraiment? Puisqu'on peut arriver en 2023, nous avons la possibilité d'aller outre lorsque les moyens ne sont pas réunis, c'est-à-dire nous avons la possibilité de glisser. C'est-à-dire notre prédécesseur, c'est-à-dire le président... l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec son équipe, ils ont créé une jurisprudence. Ok? C'est pour dire que si les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections, il y a la possibilité d'y aller. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais revenir sur... Mais vous en parlez trop tôt, Maître Pindar, on est encore en 2021. Je réfléchis en tant que scientifique, en tant que juriste, scientifique-juriste, je réfléchis aussi en tant que politique. J'ai dit que c'est une possibilité. Mais on n'en est pas encore là. Ce qui est plus important, c'est de savoir ce que l'on peut faire. Mais vous avez critiqué le président Kabila, vous n'allez pas tomber dans ce que vous avez critiqué hier. Madame, voilà comment ça se passe. Ok? Lorsque une décision juridictionnelle a été prise, ok? Lorsqu'il n'y a pas eu une autre décision de la même juridiction, le réformant ou l'annulant,
elle est de validité. Vous n'allez pas empêcher au président Tshisekedi de nommer tel que le président Kabila l'a fait en son temps, puisque c'est une pratique qui existe. Okay? Le président Tshisekedi n'aurait pas inventé la roue, okay? Mais il n'aurait que appliqué ce qui existe déjà, et quoi de plus normal. Alors, je reviens pour dire ceci. Le président a pris de dispositions pour le faire. Je vous prends aujourd'hui, le président de la République, il est rassuré, il peut envoyer 1800 hommes au Katanga pour mettre fin à cette insécurité qui est née par le fait des Katakatanga, par exemple. Vous savez pourquoi ce sont des militaires récemment formés et qui doivent être affectés là-bas? Tout simplement parce qu'il y a un nouveau système qu'il faut mettre en place. Je vous prends une illustration. On paye, on voit la prime et la ration de militaires à l'est de la République. Mais c'est un général qui disparaît avec cet argent-là. Okay? C'est-à-dire que ce sont des pratiques de manie qui aujourd'hui sévit à l'est de la République. Vous avez par exemple des militaires qui donnent les uniformes des FARDC, certains parmi eux qui donnent les uniformes des FARDC aux rebelles. Allez-y comprendre par là qu'il faut que le président de la République, même au sein de l'armée, qu'ils aient des hommes de confiance, okay, qui doivent exécuter fidèlement ce qui doit être fait. Certes, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que les FARDC accomplissent des exploits sur terrain. Okay? Tout ça demande à ce que nous ayons un relais. Ce qui a fait un problème d'ailleurs ça a fait le problème avec le gouvernement que nous avons connu ici du FCC-CAJ, c'est tout simplement parce que le relais n'y était pas. C'est-à-dire le président de la République, à travers le gouvernement, pouvait prendre une mesure et cette mesure-là n'était pas conformément exécutée. Okay? Au sein de l'armée, c'est la même chose. Le président de la République, il n'y va pas y aller vaguement, comme on dit, vague, comme on dit en français facile, comme on dit, okay? Mais il doit s'assurer aussi d'exécuter. Il ne va pas aller pour faire plaisir aux gens tout simplement, mais il doit aller pour apporter un résultat. Raison pour laquelle le chef de l'État doit s'assurer d'être accompagné des hommes et des femmes d'armes à même de pouvoir emporter cette victoire-là. Et je vous assure d'une chose, qu'il est investi. Il est suffisamment investi, des raisons pour lesquelles vous allez voir que nous avons des coopérations militaires qui sont comment dire, organisées entre la République démocratique du Congo, la France, l'Angola, qui ont une expérience. Voilà, une expérience de guerre, tout ça. Et aussi, vous avez l'école de formation de guerre qui est déjà installée ici, qui a commencé déjà à faire quelque chose, tout simplement pour créer ou faire, donner une formation adéquate à nos militaires, de manière à ce que ces derniers puissent défendre valablement nos couleurs. Alors, le meurtre de l'ambassadeur italien, Luca Attanasio, relance quand même la problématique. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, au début de cette émission, de l'hypocrisie et peut-être même de l'indifférence de la communauté internationale. À ce sujet, j'aimerais quand même qu'on suive cette vidéo de l'ancien président Joseph Kabila qui, en son temps, déplorait l'attitude de la communauté internationale. On avait un problème au Kassai. Et au niveau de la MONUSCO, ce n'était pas du tout un problème. Non, non, non. C'est plutôt le gouvernement, l'armée qui est allé sur place pour s'attaquer à sa propre population. On envoie les enquêteurs des Nations Unies sur place ici. Et au lieu d'avoir une bonne coordination avec les autorités sur place, ils sont vite dépêchés à Katanga. Et voilà, le pire est arrivé. Ils ont été décapités. Et de la manière la plus atroce. C'est seulement après cet incident que la MONUSCO s'est réveillée. Oui, 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 finalement ces gens sont des bandits, de mauvais garçons. Ce sont des terroristes. Et quand la population était aussi massacrée, et de la même façon, on avait fermé les yeux. Là, c'était des gentils garçons. Depuis 7 ans, on n'a fait que dire à la MONUSCO.
Les ADF est un mouvement terroriste. Non, 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 c'est pas un mouvement terroriste. Le Congo, vous exagérez aussi. Il a fallu qu'il y ait de pertes au sein du contingent tanzanien. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés plutôt. Oui, oui, oui. Finalement, ces gens sont des terroristes, ce sont des mauvais. Et je plein d'exemples. Mais malheureusement, pas beaucoup, pas assez de temps. Alors, Maître Pinda, est-ce que c'est aussi votre avis? Vous pensez que la communauté internationale est hypocrite et indifférente face au malheur de Congolais? J'essaie de le dire tout à l'heure ici que l'ambassadeur, c'est une vie que nous déplorons. Une vie a de la valeur, mais moi je me réjouis qu'il soit mort si ça peut interpeller la communauté internationale pour qu'ils se disent qu'il y en a trop, 8 millions de morts. Ils savent, ils savent sur quel bouton appuyer pour mettre fin à ça. Ça, ils le savent, mais ils ne le font pas. Mais si cette mort-là peut interpeller la communauté internationale de manière à ce qu'ils cessent d'être indifférents ou qu'ils cessent d'être aussi hypocrites à ce point-là, tant mieux. Raison pour laquelle nous nous disons, je l'ai dit, d'ailleurs, je pense que le président Haï de l'UDPS, c'est-à-dire Jean-Marc Abound, l'a dit, a dit la question de l'Est, c'est une question qui peut être résolue par plusieurs entités, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit multipartisme, multipartiste, ben voilà, par plusieurs partis, ainsi de suite, tout ça, ok? C'est-à-dire vous avez d'une part multipartite, voilà, merci beaucoup. C'est une résolution multipartite qui est attendue pour éventuellement résoudre ces problèmes-là. Alors, par là, on sous-entend la communauté internationale pour savoir, le président Tshisekedi, il est revenu là-dessus pour dire, mais pourquoi on ne sanctionne pas les personnes qui sont à la base de tout ça? Nous le savons sur le plan interne comme sur le plan international. Il faut les sanctionner. C'est-à-dire que c'est une solution qui ne peut pas seulement s'arrêter au niveau du Rwanda et de la République démocratique du Congo, mais ça doit être étendu à beaucoup d'autres pays qui sont impliqués pour éventuellement arriver à trouver une résolution, une solution crédible. Et raison pour laquelle d'ailleurs que le chef de l'État, dans cette démarche-là, il est en train d'entreprendre du pourparler sur le plan régional, sur le plan continental et sur le plan mondial pour que l'on arrive à trouver une solution à ces problèmes-là. Et donc, on peut dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Il a fallu qu'un ambassadeur meure dans l'est du pays pour que tout le monde se meuve, que tous les médias occidentaux en parlent, pour qu'on comprenne effectivement les calvaires des Congolais vivant dans l'est du pays, qui meurent chaque jour dans le silence. Non, quand vous dites pour qu'ils comprennent, c'est comme si ils ne le comprenaient pas. Pour qu'ils s'intéressent finalement. Bon, l'intérêt ailleurs. Ils regardent ailleurs, pendant que les gens meurent en silence. L'intérêt ailleurs, madame. L'intérêt vraiment ailleurs, ça se manifeste. Puisque vous n'allez pas me dire qu'il y fallu que cet ambassadeur-là meure pour qu'on en arrive. Et puis aussi, certains des ambassadeurs qui s'en prennent au régime pour dire peut-être que nous aurions dû faire ceci, nous aurions dû faire cela, ainsi de suite. C'est une zone rouge. Cette zone rouge-là, quand on dit zone rouge, c'est pour dire que non, il y a des milices qui sont là, qui ne sont pas contrôlées. Nous avons dit que nous avons hérité de ce coin-là tel quel, où l'autorité de l'État n'était pas recouvrée. Oui, donc ça c'est un fait. C'est quand même le discours, c'est la chanson de l'IDPS, hein. On connaît, on rejette toujours la faute sur les autres, on a hérité de ça, on a hérité de ceci. Mais Maître Pinda, quand vous avez l'ambition de briguer la présidence de la République, de devenir président de la République, ça veut dire qu'au préalable, vous connaissez le problème de ce pays-là et que vous voulez apporter des solutions. Mais pourquoi pleurnicher à tout moment qu'on a hérité de ceci, on a hérité de cela? Mettez-vous au travail. Vous ne m'avez pas laissé finir. En fait, cette question ici, on croirait que vous ne m'avez pas suivi avant. J'ai dit tantôt, le président de la République était en pourparlers avec l'organisation régionale, il est en pourparlers avec l'organisation, il est d'ailleurs le chef de l'organisation continentale. Non, non, ça ce ne sont pas les projets, il y est. Oui, mais sur le terrain. Madame. Sur le terrain, le calvaire continue. Quand vous faites le foufou à la maison, vous devez vous assurer que l'eau a suffisamment bouilli pour le faire. Sinon, vous risquerez de faire quelque chose d'inconsommable.
Ok? Raison pour laquelle le président de la République est en pourparlers régional, pourparlers continental, et ici va dans le monde. Oui. Ça fait 2 ans, oui. Mais cette affaire-là, le président Kabila a fait 18 ans au pouvoir, mais cette affaire-là persiste toujours. Mais je ne comprends pas comment en 2 ans, on veut déjà couper la tête de Tshisekedi, et pourtant il a encore tout son temps. Je vais sur ce qui est plus important, je revenais par rapport à... je disais que nous avons hérité de cette affaire-là. Moi, je n'incrimine pas que Joseph Kabila. Je l'ai dit tout à l'heure ici que ceci date de déjà sous Mobutu. Il y a 25 ans. C'est-à-dire que, oui, il y a 25 ans. J'ai dit déjà que ça commençait avec les génocides au Rwanda, ainsi de suite, tout ça. J'ai dit que c'est une affaire qui date de longtemps. Et puis quand on a l'impression de dire que c'est une affaire dont on a hérité comme ça, on a comme l'impression qu'on ne voit que Joseph Kabila. Peut-être pas ça. Mais il a joué aussi un rôle par rapport à ça. Je voudrais revenir pour dire ceci. L'insécurité est à l'Est. En principe, les autorités congolaises devaient être informées de ce déplacement-là. Ok? Ils n'ont pas été informés. Vous avez suivi le communiqué du ministère de l'Intérieur, vous avez suivi... Ah, mais ce communiqué-là, est-ce qu'il est même valable? Parce que finalement, celui qui a signé le communiqué a été suspendu. Je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il n'avait pas l'autorisation de donner ce communiqué-là. Mais vous avez suivi le numéro 1 de la police à Goma, il a dit, nous n'avons jamais été informés de sa présence ici dans ces conditions-là. Ici, je voudrais dire quoi? L'incident qui lui est arrivé nous est aussi arrivé. Il ne faut pas oublier. Vous avez vu en 2012 que le président du Sénat, c'est-à-dire Léon Kengwa-Dondo, il a été tabassé. À cette époque-là, vous ne devez pas oublier que c'était aussi une ligne rouge pour le Congolais. C'est-à-dire que la diaspora disait tout officiel de la République, ici, du régime Kabila, devait être molesté. Ok? Mais avons-nous fait un problème où cette même communauté internationale-là avait-elle comment dire, fait beaucoup de boucans là-dessus, les médias internationaux, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, ça? Pas du tout. C'est pratiquement la même situation, mais dans des contextes différents. C'est-à-dire que ces coins-là étaient hostiles au régime Kabila. C'est de la même manière ici que ce qui se passe là-bas à l'Est, c'est une situation hostile. L'AFDEL, ADEF Nalou, c'est ça? Les ADEF Nalou, madame, ils font la guerre ici, mais pourquoi? Oui, il devait être au Rwanda. En Ouganda. En Ouganda. Ça devait être soit en Ouganda. Même le FDL, il devait aller faire cette guerre-là. Mais pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils font cette guerre-là ici? L'autre question que nous devions nous poser, c'est de savoir, mais ils sont entretenus par qui? C'est à ce moment-là que vous comprendrez de l'hypocrisie de la communauté internationale, de l'indifférence même de cette communauté internationale. J'étais même scandalisé par une vidéo, si je savais, je vous l'aurais déjà envoyé ici, où la communauté internationale vous dit clairement, il dit, mais écoute, l'Afrique doit être maintenue telle qu'elle. Hein. Doit être maintenue telle qu'elle. Je vous l'enverrai sûrement, je crois que vous aurez l'occasion de la faire passer ici, comme c'est pas, pas indirect. Voilà. Alors, Maître Pinda, au lendemain du meurtre de l'ambassadeur italien, le président de la République a présidé une réunion du Conseil de sécurité dans laquelle on interdisait désormais les ambassadeurs accrédités en RDC ne doivent pas se rendre à l'intérieur du pays sans avoir au préalable informé le chef de la diplomatie congolaise. Est-ce que ce n'est pas tard? Pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'on a vu quand même des ambassadeurs se comporter dans ce pays comme dans un territoire conquis. On a vu l'ambassadeur américain, pour ne pas le citer, qui est tantôt à Minembwe, tantôt dans le Kasaï, mais vraiment un électron libre. Est-ce que cette décision ne vient pas tardivement? J'ai aussi vu l'ambassadeur des États-Unis écrire au gouverneur de la ville de Kinshasa, demander l'autorisation de circuler pendant le couvre-feu. Ok? Ça peut aussi être pris positivement. Okay? Puisqu'on a comme l'impression, je vous le dirai sûrement, j'ai dit que ce sont des pratiques dont nous avons hérité. Si pareille chose devait arriver pour nous interpeller, nous, et aussi interpeller, comment dire, les représentations diplomatiques qui sont ici, pourquoi pas? Ah madame, pourquoi pas? Donc je dirais tout simplement, écoutez, c'est une décision qui vient à point nommé, parce que nous sommes dans une situation
d'insécurité à l'est de la République, ok? On ne peut pas aller se balader comme bon vous semble et n'est pas demander la sécurité. Lorsque l'ambassadeur est allé soit dans le Kasaï, soit de l'autre côté, il était accompagné d'une équipe de sécurité. Il y avait les FARDC, vous aviez à côté, ainsi de suite, tout ça. Mais est-ce que c'était le cas pour l'ambassadeur italien qui venait de rendre l'arme, d'être assassiné? Ce n'était pas le cas. Vous voyez? Donc, comme on dit, ce sont des situations qui ne peuvent pas être prises de la même manière. Et j'insiste pour dire ceci, nous ne nous plaignons pas, nous ne nous justifions pas non plus, mais nous nous référons à ce qui est passé pour dire que nous avons hérité de ces situations-là, il faut améliorer. C'est-à-dire que la décision qui venait d'être prise, c'est une interdiction, comment dire, élégante, pour dire qu'il faut avoir l'autorisation. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas réunies pour que vous puissiez vous déplacer, vous n'allez pas vous déplacer. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, par rapport toujours à cette situation-là, nous devions nous poser la question de savoir ces voyages-là, ces déplacements-là, étaient-ils privés ou officiels? Puisque si aujourd'hui, je reviens sur ces faits, si Rome continue de poser la question de savoir, et demande des comptes à l'ONU et au PAM, c'est qu'ils n'étaient pas informés de ces déplacements-là. Puisque tout déplacement d'un ambassadeur doit éventuellement être signalé aux affaires étrangères et éventuellement à l'Italie. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui voudrait dire, moi je réfléchis toujours, je me dis, est-ce qu'il y est allé pour faire les affaires? Puisque beaucoup de ceux qui viennent dans ces pays ici, soit sous couvert d'une action humanitaire, ce sont plus des hommes d'affaires. Par qui, entre guillemets, les armes entreraient, par qui les minéraux sortiraient. Madame, une question. Certes, c'est vrai que c'est vous qui posez des questions, mais moi, je veux quand même essayer un peu de revoir autrement. Vous avez suivi récemment ici un de vos collègues qui a parlé de la famine dans le Kasaï, n'est-ce pas? Cette action humanitaire-là, pourquoi elle ne va pas au Kasaï? L'ambassadeur qui est mort là, ok? À Kinshasa ici, à Kizanvouete, ainsi de suite, tout ça, même chez moi à Mombele, même chez moi à Kingabwa, même chez moi à Lemba, à Kisenso, ainsi de suite, tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des gens qui meurent de faim. Mais pourquoi prendre un avion qui va vous amener là-bas avec PAM, mais ici, on ne fait rien? C'est pour dire tout simplement que les intérêts sont ailleurs. Maître Pinda, tout à l'heure, vous avez dit que cet ambassadeur s'est rendu dans l'est du pays et que les autorités n'étaient pas au courant. Est-ce que ce n'est pas quand même une défaillance de nos services de sécurité, du renseignement? Comment un hôte de telle envergure peut se déplacer sans que les services ne le sachent? Je vais encore vous dire une chose, puisque j'ai l'impression que quand je suis sur une chaîne acquis à l'ancien régime, on a tendance à vouloir ressortir tout simplement. C'est une chaîne non alignée. Une chaîne non alignée. Je voudrais vraiment préciser. Voilà pourquoi vous êtes là. Ben, ça va de soi. Je prends tel quel, sous réserve de tout ce que vous voulez. Parce que Nicolas Vadjo ne me dirait pas ça, hein, vous savez. Bon, je mets de réserve là-dessus. C'est pour dire quoi? Quand on veut ressortir, je dirais tout simplement que nous avons hérité de cette situation-là. Il faut améliorer maintenant. Nous avons hérité de cette situation-là, mais il ne faut pas la laisser telle qu'elle. Il faut l'améliorer. C'est quoi une décision tendant à améliorer? Par rapport à ça, tout simplement, c'est, par exemple, avant de sortir, il faut une autorisation. OK? Le Congo n'a pas commencé avec Tshisekedi. Le Congo n'a pas non plus commencé avec Joseph Kabila. C'est-à-dire que Joseph Kabila a hérité d'un système. OK? Tshisekedi hérite aussi d'un système. OK? Maintenant, c'est quant aux deux. En fait, l'autre a déjà fait sa part. Quant à Tshisekedi aujourd'hui, d'apporter des solutions. Mais nous avons un problème ici. Nous avons apporté une solution. Que nous disons, vous ne pouvez plus vous déplacer sur Kinshasa ou sur la République démocratique du Congo, sur l'étendue de la République démocratique du Congo, sans que vous ayez préalablement une autorisation. En d'autres termes, c'est-à-dire que lorsque vous êtes appelé à vous déplacer, nous, la République, nous devons nous assurer que vous ayez tous les moyens sécuritaires qu'il faut, qui doivent vous accompagner par rapport à ce qui doit être fait. Moi, je ne pense pas que cela soit une défaillance, je pense plutôt qu'il y ait eu un relâchement aussi. Je pense aussi que c'est une façon de dire que il y a une responsabilité partagée. Hein. Tantôt quand je pose la question de savoir si Mukwege
est protégé par l'ONU, Dr Mukwege, mais pourquoi l'ambassadeur n'a pas été? Était-ce, je reviens encore là-dessus, était-ce pour des raisons d'affaires, humanitaires ou privées? Quand je vois la photo de monsieur l'ambassadeur, paix à son âme, en train d'être guidé par un jeune sur un carrière minier, allez-y comprendre et tirez-y les conclusions que vous voulez. Maître Pinda, je voudrais vous apaiser ici. Les questions que je vous pose, ce sont les questions que l'opinion se pose. Et comme moi j'ai le privilège de vous avoir en face, je vous le pose. Alors, on me fait signe qu'il nous reste plus que 5 minutes, mais j'aimerais quand même en quelques minutes qu'on parle de l'autre actualité au pays. Ce sont les consultations entamées par le Premier ministre Sama Lukonde en prévision de la formation du prochain gouvernement. Est-ce que l'UDPS a été déjà consulté? Non, je ne pense pas que l'UDPS ait été déjà consulté jusqu'ici. Mais vous serez consulté. Bien sûr. Vous serez consulté. Et vous pensez revenir au gouvernement? Ça va de soi, madame. Nous sommes au premier plan. C'est-à-dire que l'échec du chef de l'État, avant d'être l'échec de tous les Congolais, ça serait l'échec d'abord, avant toute chose, de l'UDPS. Voilà. Et l'UDPS doit s'assurer. Raison pour laquelle, madame, nous ne cesserons de vous le dire, vous allez vous rendre compte, les uns vont dire l'UDPS est dans l'opposition et l'UDPS est au pouvoir, ainsi de suite, tout ça. Nous ne cesserons pas de l'être. Le président Jean-Marc Kaboun vous a dit lors de sa campagne, il dit je suis combattant et je resterai combattant. L'UDPS n'a pas encore atteint son objectif. L'UDPS dit, nous avons notre slogan, nous disons l'UDPS vaincra. La question que nous devrions nous poser, c'est de savoir, est-ce que l'UDPS en accédant au pouvoir a vaincu? Pas du tout. L'UDPS aurait vaincu lorsque le peuple d'abord serait une réalité, une matérialisation et matérialisé et que les intérêts de chaque Congolais se seraient retrouvés. Maître Pinda, vos ministres UDPS ont déçu et avec ça, vous espérez retourner quand même au gouvernement. Madame, vous savez... Mais ça, vous le savez quand même. Nous sommes au Congo. Je vous prends, moi je peux même vous citer des noms. Bah, allez-y. Moi je suis par exemple déçu de prix de denrées alimentaires qui instable tout ça. J'ai dit certes vrai que nous avons hérité aussi d'une situation de l'ancien régime. Comme toujours, la même chose. Ça va de soi, ça va de soi. Nous avons l'avantage de dire les choses et de pointer. Voilà. Je dis que le ministre de l'économie, la ministre de l'économie qui devait en principe, comment dire, régulièrement, de manière permanente, ça ne s'est pas fait sentir. Ok? Nous avons aujourd'hui par exemple certaines choses telles que nous avons les petits commerces qui sont entre les mains des expatriés qui en principe on devait intervenir, que nous avons hérité bien sûr de l'ancien régime. Il n'y a pas eu de mouvement là-dessus. Okay? Certes vrai qu'il n'y a pas non plus à tout rejeter, hein? C'est-à-dire que à un moment donné, nous avons vu essayer un peu d'atténuer. En tout cas, la plupart ont déçu parce qu'il n'y a qu'à suivre les vidéos de vos combattants, ils sont déçus. Est-ce qu'on peut dire que c'était un mauvais casting? Madame, vous savez, je ne pense pas. Avant d'y aller, j'ai dit, quand vous oubliez de citer certains qui ont été à la hauteur. Je vous prends par exemple le docteur Yves Boukoulou, celui du tourisme. Je pense qu'il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Et puis s'il faut voir les prévisions qu'il a, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Ok? S'il faudrait voir revenir au gouvernement, je souhaiterais celui-là qui revienne au tourisme là où il est. Parce que les projections... Non, madame, il faut faire la part des choses. Ok? Il ne m'a pas vu à sa porte depuis qu'il a accédé à cette fonction-là. C'est un ami. Ok? Mais j'ai été surpris de voir ce qu'il a fait comme présentation lors de son intervention sur, comment dire, Top Congo. Okay? Les possibilités qu'il y a de pouvoir renforcer, en fait, l'apport dans le budget du ministère du Tourisme est énorme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une vision, qui sait où amener ces ministères-là. Et je pense, si c'est un plaidoyer, vous pouvez le prendre tel quel, je pense que Yves Dr Yves, tout ça, il est à même de pouvoir, si ceux qui décident
peuvent entendre ce que je dis, j'aurais peut-être dit, mais pourquoi pas moi? Mais je pense que celui-là est à même de pouvoir faire quelque chose. Quelle chance vous accordez au gouvernement Samalou Condé? Sera-t-il en mesure de relever les défis qui l'attendent? Oui, ça me fait encore rire. Mais vraiment rapidement. Dès qu'il arrive rapidement, le plus vite possible, j'ai dit, il aura 100 jours. Je pense que ce n'est pas les 100 jours dont les autres vont en profiter pour faire du n'importe quoi. Il a un défi énorme. Il a des urgences, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, c'est-à-dire le panier de la ménagère, c'est-à-dire l'insécurité à l'Est, ainsi de suite, tout ça. Et je pense que tous ensemble, c'est-à-dire que chacun dans ses prérogatives, le président de la République donne l'impulsion de l'action gouvernementale, le gouvernement exécute cette action-là, et le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Je pense que nous serons à même de pouvoir répondre à tout ça. C'est ce qui a manqué. Budget? Pardon? Avec quel budget? Madame, si vous me soulevez... Madame, vous savez, il y a deux possibilités. Soit on peut avoir une loi rectificative de la loi budgétaire, ok, et aussi, il y a certaines décisions qui ont fait que l'on ne puisse pas avoir le budget escompté. C'est possible, madame, d'avoir un budget énorme, comme le président de la République l'a promis d'ailleurs. Premièrement, il y a des exonérations qui sont obtenues de manière irrégulière. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y avait pas de relais. C'est-à-dire que lorsque le Conseil de ministres prenait une décision et que l'on devait exécuter par de suite, le gouvernement n'a pas été à même de le faire. Mais lorsque le gouvernement ne le faisait pas, qu'est-ce qui restait? Il restait à ce que le Parlement fasse son travail, c'est-à-dire contrôler le gouvernement et sanctionne éventuellement. C'est ce que Mme Mabounda n'a pas fait, éventuellement. Merci. Alors, Maître Richard Pinda, on est vraiment coincé par le temps qui nous était imparti, la matière était abondante, mais on aura toujours l'occasion d'en parler, notre plateau reste ouvert. Voilà, je vous dis merci également à vous qui nous avez suivis. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Maître Richard Pinda, qui est cadre de l'UDPS. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du magazine Entretien.